Coucou mes assoiffés, ça fait une paye. Désolé pour le retard, encore une fois c'est de ma faute, pas celle de McCoy. Et dans mon école, les fins de trimestre, c'est toujours la folie, vraiment. Mais nous revoilà avec un épisode spécial trêve de Noël. Et pourquoi une trêve? Tout simplement parce que l'un de vous nous a demandé si ça nous arrivait de regarder des films normaux. Et si le cas échéant, on pouvait en parler. Je vais te répondre personnellement, oui, mais très peu. Quant à McCoy, que je sais être ton pote, c'est de notoriété publique que c'est une ballerine. Voilà. Bon, pour me faire pardonner de cet énième tacle, et parce que c'est la trêve de Noël, je vais faire une confession publique. J'adore Dynasty. La nouvelle version, je connais pas l'ancienne. J'ai de la tendresse pour cette série, principalement parce que ça me fait penser à mes élèves, mais aussi un peu de drama de temps en temps, ça fait de mal à personne après tout. Et du drama, il y en a dans ma sélection du mois. Cruel Intentions, rebaptisé Sex Intention en VF, comme ça c'est clair pour tout le monde, est un film américain sorti en 1999, réalisé par Roger Campbell. Son CV m'est tout à fait inconnu, pas même la suite de Cruel Intentions, parce que j'ai pas voulu essayer, parce que à mon avis c'est pas très bon. Ce film a fait double carton pour moi, un petit peu plus, mais les deux cartons principaux, d'abord c'est l'ado de 19 ans que j'ai été qui va s'exprimer, le casting était en or pour notre génération. Un bouquet de jeunes premiers, dont pas mal que je connaissais par le biais du genre. Sarah Michelle Gellar, alias Buffy la tueuse de vampires, c'est ma série doudou pour toujours, qui est aussi apparue dans Scream 2 et qui a été l'une des cibles principales du pêcheur dans Souviens-toi l'été dernier. Ryan Phillippe, qui est aussi l'un des persos de Souviens-toi l'été dernier. D'ailleurs, il y a un mini caméo de Jennifer Love au début de Cruel Intentions, comme ça le casting il est complet, ou presque. Reese Witherspoon, que j'adorais dans Freeway. Selma Blair, que je verrai quelques années plus tard dans Was, un rape and revenge très médiocre dans mon souvenir. Joshua Jackson, qui fait le clown dans Urban Legend, ainsi que Tara Reid dans le même film. Bref, du caviar pour la jeunesse de la fin des 90s. Mais il m'en faut plus pour me détourner du genre. Cruel Intentions, c'est aussi et surtout l'adaptation et la relecture moderne d'un des chefs-d'œuvre de la littérature française, Les Liaisons dangereuses de Laclos. 18e siècle, celui des libertins. Ce roman épistolaire, c'est-à-dire exclusivement composé de lettres, pour le profane, nous raconte les aventures coquines et cruelles de Valmont et Merteuil, experts dans l'art de manipuler pour mieux blesser. Si vous avez jamais lu Les Liaisons, déjà c'est pas bien, mais au pire, vous avez la version plus rapide, mais très réussie et fidèle, Les Liaisons dangereuses, le film. Non, pas celui-là. Et ce film est aussi servi par un chouette casting. Là, Keanu Reeves, il était putain de jeune. Quand même, on voit une différence. Même s'il faut reconnaître qu'il vieillit très lentement. Le film qui nous intéresse ce mois-ci se passe à l'époque moderne et met en scène de jeunes gens riches à New York. Il me semble que c'est à New York. Sébastien est le demi-frère, sans lien génétique, avec Catherine. Leurs parents sont mariés, et si Catherine maintient une solide réputation d'élève modèle et pieuse, tout le monde sait qu'il n'est pas bon de tomber dans les bras de Sébastien. He was just so charming. Ça me fait pas rire du tout. Pas rire du tout. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Madame Caldwell place sa fille Cécile sous la protection de Catherine, et Catherine, tout ce qu'elle veut, c'est débaucher la jeune fille, afin de se venger d'un ex. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Sébastien refuse la mission qui lui est confiée parce qu'il y a un défi qui l'attend chez sa tante. Annette, vierge, est fière de le rester pour le bon. Catherine lui parie qu'il va se ramasser, et l'enjeu est de taille. You can put it anywhere. Bon, en vrai, c'est au-delà du sexe, parce que pour bien foutre la merde, les deux s'aiment, mais ils préféreraient crever plutôt que de se le dire. Et puis, jouer est tellement plus amusant, n'est-ce pas ? Si Catherine gagne, la bagnole de collection de Sébastien est à elle. J'en dévoile pas plus, mais sachez que tous les destins des personnages sont intimement liés, le drama est intense, il y a pas mal d'enjeux. Je trouve cette relecture vraiment astucieuse. Toutes les entreprises, les décisions des personnages, ils sont parfaitement adaptés à l'époque voulue, ça donne un résultat naturel. Malgré l'aspect moderne, j'apprécie beaucoup l'utilisation du journal intime, donc le journal de Sébastien qui contient tous les vilains secrets du duo infernal.
Ça garde un lien puissant avec l'œuvre originale. Et puis en plus... Email is for geeks and pedophiles. Be romantic. Je reviens sur Sarah Michelle qui pour le coup tenait un rôle à contre-emploi par rapport à Buffy. C'était très rafraîchissant. Cordelia Chase, pour ceux qui connaissent la série, elle passe pour une nonne canonisée à côté de Catherine Merteuil. L'actrice assure du feu de Dieu. Il y a certaines scènes qui sont cultes, notamment le très remarqué baiser qui sera parodié dans Not Another Teen Movie, ou Sex Academy en VF. Décidément, entre Sex et Very Bad, il y a de l'inspiration chez les éditeurs français. Il y a également quelques touches d'humour vraiment sympas. Par exemple, Cécile, qui est déjà dans le livre un personnage vraiment gauche, un petit peu con, quoi. Enfin bon, en même temps, la gamine, elle sort du couvent, donc ouais, elle est pas trop au courant de comment ça marche la vraie vie. Et dans Cruel Intentions, c'est vraiment une gourde. Tu te dis, c'est pas possible, quoi. Enfin, j'aime beaucoup la bande originale, qui vous sera également familière. Il y a du Placebo, du Fatboy Slim, Blur, The Verve, pour les plus connus, hein. Donc si à Noël, vous n'avez pas envie de vous faire peur avec un film d'horreur, je vous conseille ce film. Et si vous avez un petit peu trop froid cet hiver, réchauffez-vous avec le roman. Je vais laisser la place au choix de McCoy. Vous étonnez pas, il va parler d'un choix de Noël, parce qu'en fait, il avait pas compris que, si déjà, on fait pas de film de genre ce mois-ci, laissez-moi au moins le choix sans contrainte du thème parce que sinon je me retrouve appauvri. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon réveillon, picolez pas trop non plus, soyez prêts pour janvier qui arrive très bientôt et à l'année prochaine. Bonjour et bienvenue dans ce Movie Death Contest un peu plus spécial que d'habitude. En effet, après avoir reçu des avertissements répétés d'un spectateur mécontent qui menaçait de se désabonner si on faisait pas une émission avec des films un peu plus traditionnels, on a été obligé de céder. Je ne citerai pas son nom par pure politesse. Normalement, on ne négocie pas avec les terroristes, mais on a trop peu d'abonnés pour se permettre d'en perdre. Même si... C'est un sale con! En conséquence, ce mois-ci, en guise de cadeau de Noël, on vous livre 2 titres sur ce thème, mais qui ne font pas partie de la catégorie horreur ou fantastique. Je découvrirai le choix de Cathy en même temps que vous, même si je suis presque convaincu qu'elle va nous faire Maman j'ai raté l'avion, car elle était trop in love de Macaulay Culkin quand elle était ado, qui rend le truc un peu glauque. De mon côté, je vais vous parler du génial Au revoir à jamais. Intitulé The Long Kiss Goodnight en anglais, et réalisé en 1996 par le finlandais Renny Harlin, Au revoir à jamais est un film d'action comme on n'en fait plus, et c'est bien dommage. Renny Harlin nous en a offert quelques beaux fleurons à sa bonne époque, Die Hard 2 et Cliffhanger en tête. Des séries démarrantes comme Peur Bleue et ses requins qui maîtrisent les créneaux, du moins pour les mâles, ou Profession Profiler et ses morts créatives, ainsi qu'un opus de la saga Freddy, le 4 pour être précis. Il est aussi le réalisateur qui a entraîné la faillite du studio Carolco, avec le film L'île aux pirates, qui s'est sacrément croûté au box-o. Échec absolument pas mérité car le film est bien mieux que sa réputation ne le laisse entendre. Un très cool film d'aventure bourré d'action qui s'avère plus fun que les derniers Pirates des Caraïbes. Après, comme le dit si bien William Friedkin, et là je paraphrase, quand un film rapporte de l'argent, c'est toujours grâce à une palanquée de personnes. Agents, producteurs, acteurs, maquilleurs, perchistes, préposés au café. Mais quand il se vautre, il n'y a qu'un seul coupable, le réalisateur. Pauvre monsieur Harlin. Ça a dû lui faire mal au ventre que tout le monde rejette la faute sur lui. Heureusement qu'il s'appelle Renny, sinon c'était l'ulcère assuré. T'es un petit comique. Si vous voulez en savoir plus sur le Development Hell de l'île aux pirates, je vous renvoie sur la chaîne YouTube de Mister Mia, qui vous expliquera tout en détail. Vidéo drôle et instructive, comme tout le reste de ses publications d'ailleurs. Par la suite, Harlin a commencé à faire de la merde, on va pas se mentir. C'était déjà un peu le cas avant, hein, rappelez-vous Driven, avec Stallone. Et quand on voit la légende d'Hercule, ça fout les jetons. Même le Hercule de Brett Ratner avec The Rock, sorti presque au même moment, fait office de film sympathique. Le dernier truc que j'ai vu de Harlin, c'est La Filature, avec Jackie Chan et Johnny Knoxville, sur Netflix. Je suis un grand fan de Jackie Chan, alors j'ai voulu tenter la chose. Hey, franchement, voilà. Alors, de quoi parle le film ? Samantha Kane est institutrice dans une bourgade, mère d'une fille de 8 ans et fiancée à un gentil monsieur tout-le-monde. Une vie ordinaire mais heureuse. Mais Sam a un souci, elle est atteinte d'amnésie. Comme le dit son personnage, elle est née il y a 8 ans, car elle n'a aucun souvenir antérieur à cette période. Pour y remédier, Sam engage de petits détectives pas chers pour l'aider à combler le trou de sa vie, sans réel résultat. Pendant les fêtes de fin d'année, Sam défile sur un char déguisé en Mère Noël. Et Gina Davis en Maman Noël, c'est pas dégueu. On sait que le Père Noël a une hotte dans le dos, mais il en a aussi une dans son lit. Et c'est à cet instant qu'un détenu dans sa cellule la reconnaît au journal télévisé lors d'un reportage sur l'événement de la petite ville. Coïncidence, heureuse ou malheureuse, c'est selon. Après un apéro chez elle, Sam raccompagne en voiture un de ses invités qui a trop tété de la bouteille. Ce dernier se comporte comme un abruti dans la voiture et déconcentre Sam, qui ne voit pas Rudolf Lauren au milieu de la route, le renverse sur son capot et termine sa course dans un arbre qui éjecte là de
mademoiselle par le pare-brise. Désorientée, la gentille institutrice constate que le reine n'est pas mort et souffre le martyre. Elle s'approche de lui et lui brise le cou en mode Steven Seagal. Ce qui ne correspond guère à sa personnalité de ménagère. Cet accident réveille en elle une part d'ombre, et plusieurs événements qui suivent commencent à lui faire peur quant à sa véritable identité et son passé. Elle coupe par exemple des légumes très vite, en mode Edge best of the best, et ça fait quand même flipper son entourage, surtout quand elle finit la découpe en plantant une tomate dans le mur façon Guillaume Tell. Look at this woman, she's amazing. Hennessy, le dernier détective en date qu'elle a engagé, découvre au même moment, tout se goupille comme il faut, un indice qui pourrait permettre à Sam de faire la lumière sur son passé. Le détective Hennessy et la prof partent donc ensemble afin de résoudre ce mystère. Et à partir de là, ça pète de partout. Ça explose, ça cogne, les balles fusent, ça saigne, ça se courtise, ça court, ça se vanne. Et la prof se métamorphose en Jane Wick. Ça ne s'arrêtera plus jusqu'à la fin et c'est tant mieux. Je ne parle pas souvent des scénaristes, mais là je suis obligé, parce que c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Monsieur Shane Black. Il a écrit les scénarios de L'Arme Fatale, Last Action Hero, Le Dernier Samaritain, The Monster Squad, et a réalisé, en plus de les avoir écrits, les films Kiss Kiss Bang Bang, adaptés d'un bouquin, Iron Man 3, le meilleur de la trilogie, The Nice Guys, un excellent buddy movie, jetez-vous dessus si vous ne l'avez pas vu, et The Predator. Pas un très bon Predator en soi, mais si vous aimez le style de Black qui vous fera passer un bon moment, c'est mon cas et je m'en cacherai pas. Les films de Shane Black, c'est quasiment la même recette à chaque fois, mais comme c'est bon, pourquoi changer? C'est souvent deux personnages que tout oppose, qui finissent par péter la gueule à tout le monde en sortant 3 punchlines à la minute, et il y a souvent, voire presque tout le temps, un enfant qui se fait enlever ou qui sert l'intrigue en tant que personnage important. Amusez-vous à chercher l'enfant dans la filmo que je viens de vous énumérer, vous en trouverez un. C'est encore le cas dans Au revoir à jamais. Une chose est sûre, c'est toujours l'éclate avec ce mec. À la distribution, nous avons Gina Davis en Samantha Kane. L'actrice a par ailleurs été l'épouse de Rennie Harlin entre 93 et 98 et a précédemment tourné avec lui dans L'île aux pirates que j'ai mentionné tout à l'heure. Elle a de nombreux films cultes à son actif, comme le chef-d'œuvre La Mouche avec Jeff Goldblum, avec qui elle était mariée avant Harlin, ainsi que les superbes Beetlejuice de Tim Burton, Thelma et Louise de Ridley Scott, ou encore le très gentillet Une équipe hors du commun de Penny Marshall. Et là, elle a épousé aucun des 3 réals. Oh, behave. Yeah. Yeah, baby. Samuel L. Jackson, la seconde dans le rôle du détective Hennessy. Alors lui, je vous fais pas sa filmo, Ted va nous résumer ça bien proprement. Samuel Jackson. Who is that? You ever seen any movie ever? He's the black guy. Blague à part, on se rappelle de lui pour ses films avec Tarantino, comme Pulp Fiction, Jackie Brown ou Django Unchained. Pour les jeunes, il est Nick Fury dans les Avengers. Il est le pote de McClane dans Die Hard 3, le négociateur du film éponyme, ou encore Mr. Glass dans la trilogie super-héroïque de M. Night Shyamalan. On aperçoit aussi vite fait le premier Hannibal Lecter, appelé Lector à l'époque, du Sixième Sens de Michael Mann. Le père du fort sympathique Autopsy of Jane Doe d'André Ovredal et le patriarche sans pitié de la famille Roy dans la série Succession, que je vous somme de mater au plus vite, le bourru Brian Cox. On croise dans le film l'ami David Morse, habitué au rôle de bad guys, mais gentil dans le drame lacrymal La Ligne Verte de Frank Darabont. En résumé, si vous voulez vous faire un kiff des années 80 avec un film des années 90, la formule est de Rockyrama, c'est Au revoir à jamais qu'il vous faut regarder. C'est drôle, bourrin et souvent complètement abusé au niveau du réalisme. À tel point qu'ils ont coupé une scène où Gina Davis descend des malfrats en imitant Brian Joubert sur une patinoire tout en faisant un triple axel. Mais même eux, ils se sont dit que c'était un brin exagéré. Et franchement, ça l'est. Je vous souhaite un joyeux Noël, surtout à toi David, puisque cet épisode existe grâce à ta chiantitude. Et une bonne année à tous, on se revoit en janvier si j'ai cuvé. Bisous!